Vous écoutez Profil sur Arte Radio. Mon petit Laoussine. Ne viens pas d'en faire à 18h, ne viens pas. Il y a trop de monde. Et j'ai peur de gens. Quelquefois, je me dis que je n'ai pas le droit de t'exposer ainsi à des ennuis en sortant avec toi. Tu es très près de moi. Je t'admire. Tu es très près du parfait. Jamais je n'irai contre toi. Je termine, mon Laoussine. Écris-moi. Pour moi, ce sera des lettres en or. Françoise. Brûle mes lettres. Un documentaire de Mehdi Aoudig, réalisé par Samuel Hirsch et Mehdi Aoudig. Parfois, les archives personnelles restent dans des armoires pendant des années. C'est le cas de cette pochette rouge que ma mère m'a donnée bien avant sa mort. À l'époque, je l'ouvre, je découvre des papiers auxquels je ne porte aucune attention. La facture d'une mobilette, un compte-rendu médical, des quittances de loyer. Très vite, j'oublie cette pochette. Madame Aoudig ? Bonjour Madame Aoudig. Vous allez manger un petit peu avec votre fils ? Je vais te donner à manger, ok ? Hein ? Oui, je veux bien. En toi, c'est que j'ai le plus confiance, Mehdi. C'est vrai ? Bah ça me fait plaisir. Mais Myriam aussi, tu peux avoir confiance. Et puis, en 2017, ma mère meurt. Je me décide à regarder vraiment ce qu'il y a dans la pochette rouge. Parmi les papiers, je trouve une série de lettres datant du début des années 60. Elles sont écrites par Françoise et adressées à Laoussine. Françoise, c'est ma mère, Laoussine, c'est mon père. Quand je repense à mon enfance, comment aurais-je pu imaginer qu'ils se soient tant aimés ? Mais, pour raconter cette histoire, je dois remonter 70 ans en arrière. C'est-à-dire en 1956, année d'arrivée de Laoussine à Paris. Laoussine est ouvrier spécialisé sur une chaîne. Il fabrique des 2 chevaux et des DS, ces voitures qui vont envahir les rues de France dans les années 60. Ici, le studio de Paris vous parle aux Champs-Élysées, au micro Roland Dordain. L'avenir de l'Algérie. Montrouge, 1959, banlieue parisienne. Françoise est une femme discrète. Elle a 30 ans. Elle est aide-soignante et travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle vit avec son mari, Jean, ses 2 filles de 4 et 6 ans, Christine et Michel, et sa mère, Valentine. Et sa solidarité étroite avec la métropole française. La petite famille partage un 2 pièces proche de la porte d'Orléans. Il n'y a que 2 routes. La guerre ou la fraternité. La France, pour sa part, a choisi la fraternité. Toujours en 1959, Laoussine est sur sa mobilette. Il part de l'usine Citroën de Javel pour rejoindre son hôtel pour travailleurs immigrés du 13e arrondissement. En passant boulevard du Port-Royal, il est percuté par un taxi G7. La clavicule cassée, il est hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Après des examens de routine, on découvre qu'il a un méchant abcès au foie. Il doit se faire opérer. Il est transféré en chirurgie, là où travaille Françoise.
La jeune aide-soignante est émue par la situation de Lahoussine. Elle prend soin de lui et l'aide pour son départ en convalescence. Arrive le jour de la sortie de l'hôpital. Lahoussine réunit toutes ses affaires dans une valise. En costume et rasé de près, il attend Françoise. Quand elle entre, il lui tend un pendentif avec une croix en or et prend sa main qu'il baise timidement. Elle rougit, sourit et chuchote « Je vous écrirai ». Lahoussine reste silencieux comme à son habitude, par pudeur ou par honte de son accent. Il roule les R et prononce les « comme des I. En août 59, débute cette correspondance adultère qui durera 2 ans. Bien sûr que je connaissais cette histoire, mais il a fallu que je découvre les lettres pour mesurer ce que représente cette rencontre dans ce contexte. Pendant que la guerre d'Algérie fait rage, quelque part dans Paris, une Française mariée et un immigré marocain se retrouvent sur un projet commun, s'émanciper de leurs conditions respectives. Après 12 jours de discussions intérieures difficiles, l'organisation extérieure de la rébellion algérienne vient, par la voix de Ferhat Abbas, parlant à Tunis, de faire connaître sa position dans une très longue déclaration dont voici l'essentiel. Montrouge, le 2 août 1959. Cher monsieur, je vous remercie de votre gentille carte. Elle est arrivée mercredi, jour de congé, je l'ai donc eu jeudi. Je suis très heureuse que vous soyez bien à Morangis et que tout le monde soit gentil avec vous. Il faut bien vous reposer et bien manger, afin d'être bien d'attaque pour septembre. Pour moi, j'ai été bousculée pour le départ en vacances. Christine et Michel étaient très joyeuses, le petit chien pas du tout, car il avait pour la circonstance une muselière, il faisait des efforts désespérés pour l'enlever. Je vous quitte. Si vous écrivez à la pitié au service 5, il est préférable de mettre sous enveloppe. Mais ce n'est pas la peine. Pensez à vous reposer et profiter de cette détente, et écrire n'est guère amusant. Je vous adresse mon meilleur souvenir et vous souhaite de tout cœur un bon séjour. Françoise Mortreux. Qui conservera ces archives encombrantes et qui pourtant nous renseignent sur un passé? J'ai lu cette phrase dans un livre de Philippe Artière et Jean-François Lahaye qui s'appelle « Archives personnelles ». Eh bien voilà, c'est moi qui vais conserver ces archives. Je vais aller voir mes demi-sœurs, Christine et Michel, Myriam, ma sœur aînée, et réécouter ma mère que j'avais enregistrée dans les années 2000. Je vais tenter de faire l'autopsie de cette passion amoureuse qui raconte une famille métisse de banlieue parisienne durant les 30 Glorieuses. La Roche-Migène, Bourgogne, 2025. C'est là que vit ma demi-sœur aînée, Christine. Dis donc, il y a des arbres, hein. Ah oui, bah puis là, c'est devenu une jachère, toi, c'est pas du tout entretenu. Elle a 15 ans de plus que moi. Aujourd'hui, elle a 70 ans. Tu veux que je mette des assiettes, hein? Je vais y arriver, t'inquiète pas, 2 assiettes. Par contre, j'aurais peut-être pas les 2 mêmes, mais ça fait rien. De toute façon, c'est la mode dépareillée. C'est très bien le dépareiller. Elles sont belles. Hein. Oui, bah tu vois, il y a un moment qu'on les a ressorties, c'est l'occasion. Il faut que je te dise un truc, en fait, j'ai toute une série de lettres envoyées par maman à mon père. Mais j'aimerais Au bien, moment où oui. ils se rencontrent, ouais, bah, je les ai imprimées. Je vais te les donner. Mais il y en a beaucoup, hein. Oui, mais je m'en fiche, mais oui. Tu vois, après le décès de maman, je pensais qu'on se retrouverait pour parler d'elle, parce qu'en fait, j'ai connu maman, mais beaucoup moins que vous. Je l'ai pas beaucoup connue comme maman, quoi. Enfin, on avait des relations plus d'adultes, presque. Bah là, il y a les lettres. Oui. Bah tiens, je vais Voilà, mettre ça ça avec. commence. Donc, 59. août Ouais. 59. Et là, c'est cher monsieur.
Mais là, tu vas voir, au début, elle parle, vous êtes en vacances. Je sais pas, vous êtes en vacances à Montargis, je crois. Et elle va vous voir en mobilette. C'était à Sepoix qu'on allait en vacances. Sepoix, oui, voilà. Oui, j'ai des photos. Ça, c'est l'enfer au chaud. Ouais. C'est marrant parce qu'on ne reconnaît pas bien son écriture. Ah bah si, François. Oui, donc là, c'est les premiers courriers. Enfin, oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? J'espère que votre santé J'espère que votre santé est tout à fait satisfaisante. En partant, je suis passée à Orly, j'ai pensé à vous. Je rentre jeudi matin. Je rentre jeudi matin, je verrai votre église. Je vous dirai bonjour par la pensée en passant devant la clinique. Et puis, je rentrerai à la maison. Et tu vois, il y a là, et ça, il y a jusqu'à la dernière lettre de cette époque, en tous les cas. Ben là, déjà, elle le tutoie. Oui, là, ça y est, c'est... Ah bah non, mais là, elle est en train de partir, tu vois. Donc, je pense que la dernière lettre, c'est 61. Je crois que dans mes souvenirs, c'était 61. Bah, je vais écrire tout ça. Montargis, le 10 août 1959. Chère Laoussine, je vous joins une poésie très belle de Victor Hugo. Vous la lirez et, si cela vous intéresse, je pourrais vous en envoyer d'autres. J'ai eu quelques jours de congé. Je reprends mon service à 15h jeudi. Je suis à Sepoix, là où mes diables passent leurs vacances. En ce moment, je suis à Montargis, c'est à 5 km de Sepoix. Je fais quelques courses et j'en profite pour vous mettre un mot. Excusez mon écriture, je suis sur un banc au bord du canal et j'écris sur mes genoux. Je vous remercie de votre carte qui m'a fait un grand plaisir. Samedi, en arrivant de travailler, il a fallu que j'aille au 9 en chirurgie. Cela m'a rappelé bien des souvenirs. En venant à Sepoix, je suis passée à Orly et j'ai pensé à vous. Je rentre jeudi matin, je pars d'ici vers 7h. Je prends la route nationale 7, je passerai par Morangis. Je verrai votre église. Je ne viendrai pas à la clinique car c'est le matin, je serai certainement mal reçue. Vous ne pouvez pas sortir sans doute. J'y serai vers 10h. Et là, ce qui est quand même très beau, c'est cette... elle organise la rencontre. Je vais vous quitter. Il tombe de grosses gouttes. Je vais mettre votre lettre à la gare. Je vous envoie toute mon amitié. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les correspondances. Françoise. C'est un moment d'intensité. Je prends ma pochette rouge et je vais faire lire les lettres à Philippe Artière, historien, pour tenter de mieux comprendre ce que contiennent ces lettres. On va traquer les indices ensemble, élaborer des hypothèses et tenter de découvrir l'autre visage de la femme docile et discrète, Françoise. La première lettre, elle doit être en août 59. L'écriture est performative. Elle agit là. Elle agit sur leur histoire et sur leur relation. Et voilà, il dit donc, si tu travailles samedi, je serai à 14h30 au 45 à Porte d'Orléans. Samedi 17. Si tu travailles peut-être quitte à 18h, 18h30. Donc je serai à Porte de Clichy à 18h. À l'arrêt où j'ai pris le PC l'autre fois, d'accord ? Pas tout à fait le même endroit quand même. Parce qu'elle vit où ? Elle vit à Montrouge. Oui, donc Porte d'Orléans ça va, mais Porte de Clichy... Non mais en plus, tu mets tout ça dans un contexte où elle a 2 enfants, elle est mariée, elle vit avec sa mère et son mari, et elle travaille en même temps, enfin tu vois. Je serai à 9h30 devant l'église. Si je n'y suis pas, c'est qu'il y a contre-ordre. Si je n'étais pas là à 11h15, c'est que je ne peux pas venir. Tu sais, je revis lorsque je vais te voir. Si t'es pas là à 20h au métro, j'irai à Saint-Lazare pour 23h45. Hier, à 16h40, je suis arrivée sur le quai de Pasteur, direction Nation. Mon Laoussine n'était pas là. J'irai à Saint-Lazare pour 23h45. Mais je t'attendrai plus à ma place habituelle. Il y a trop de va-et-vient. Nous ne serons jamais assez prudents.
trouve que cette situation-là, elle est à la fois extraordinaire et elle est très ordinaire. Et le système postal, fonctionne très bien. Il fonctionne beaucoup mieux qu'il ne fonctionne aujourd'hui. Il faut imaginer qu'à Paris, il y avait 3 levées, qu'il y a des pneumatiques. Il y a plein de manières, en fait, de se joindre par l'écrit très vite. Même si la temporalité est évidemment pas celle du SMS. Mais elle crée aussi des formes de suspension et donc de désir. Cette question du désir, elle est intimement liée à un rapport au temps. Pourquoi on a tant mis en avant les correspondances amoureuses? C'est parce qu'elles offrent ce possible. Le 12 octobre 1959. Mon petit Laoussine. Tu sais, je suis très très heureuse que le résultat de ton examen soit bon. Vois-tu, je pense que tu as passé une bien mauvaise période. Mais maintenant c'est terminé. Maintenant tu as 27 ans et toute la vie devant toi. Pense comme c'est plein de promesses. Pense bien à tout. Laoussine, pense bien à ce que l'avenir peut t'apporter comme bonheur. Je ne sais si je me fais bien comprendre, mais mon petit Laoussine, mon âme comprendra très bien la tienne. Ne t'inquiète pas. Et quoi que tu penses, dis-le-moi en toute franchise. Je comprends. Je comprends beaucoup de choses. Ta chambre, notre situation, tout cela te tracasse. Mais Laoussine, cela aura une fin, vois-tu? Je ne peux la connaître exactement, mais je te dis pour le moment, il faut avant tout vivre. Et pour vivre, il faut avoir quelque joie, quelque chose qui vous attache. C'est humain, c'est indispensable. Un jour, ne regretteras-tu pas le temps que tu perds avec moi? Et Christine et Michel, elles sont là. Non, il faut que tu fasses ce que te dicte ton cœur, sans crainte de me faire de la peine. C'est rien. Pense à tout cela. Mon petit Laoussine, je pense beaucoup à toi. Tous mes vœux t'accompagnent. Laoussine, ta croix est ton intermédiaire auprès de moi. Lorsque je me trouve seule, elle est là. Je te quitte. Je t'embrasse très, très fort de tout mon cœur. Françoise. Voilà. Mais il est où là? Ah ben c'est lui. Ah ouais. C'était à Montrouge. Ah ouais, là on le voit bien là. Mais quelque part, tu vois, avec ton père, ils ont quand même un petit peu au niveau du gabarit, tu vois, puis le visage assez anguleux, mince, oui. À part qu'il avait les yeux bleus. Là, c'est un moment, mais tu vois, je pense que c'était sûrement... Ça commençait à plus aller avec mon père, parce qu'elle fait une tête quand même... C'est lui qui l'a prise en photo, sûrement. Mais... C'est une croix dorée, tu crois? Ah oui, je pense, oui. À la mort d'un parent, dans les familles, on se pose souvent la question du partage des biens, moins celle du partage des souvenirs. Avec Myriam, c'est l'inverse. On partage les souvenirs. Oh là là, non mais là ça devient hyper technique. Alors, juste un petit rappel. Myriam, c'est la première fille de Laoussine et Françoise. Comment ça se caille? Ma grande sœur, en fait. Même père et même mère. C'est elle qui garde la malle pleine des affaires que ma mère conservait comme un trésor. Il n'y a plus de soleil là. Bon, on va voir cette malle là. Allez, on va voir la malle. On se caille dehors, on va se cailler autant que dans le garage. Mais attends, dans cette malle, t'as déjà été dans cette malle? Parce que moi, j'avais pas connaissance de l'existence de cette malle. Si t'avais pas connaissance, toi t'oublies facilement les choses qui t'encombrent. Hein. Ouais, d'accord, ok. Non, moi je savais pas qu'il y avait une malle avec des affaires. Mais oui, bon, l'innocence incarnée. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai oublié. T'as pas regardé déjà. Quoi? Si, bien sûr, j'ai regardé vite fait. Quand j'ai vu, ouais, je me suis dit non, mais ça, je le bouge pas, je le remue pas, je laisse tout ça là. Viens, on va voir. J'ai juste pas du tout envie de plonger dedans, mais je le fais quand même pour toi aujourd'hui. Non, mais si t'as tant de mal à l'ouvrir, c'est qu'il doit y avoir des choses intéressantes dedans. Mais il y a trop de souvenirs, je déteste les souvenirs.
T'aimes bien, toi, les souvenirs? Ouais, moi je l'aime bien. Ouais. Ah ouais? Moi, t'en as pas tant chez toi de souvenirs. Oh mon Dieu, acte de naissance, ça commence mal. Myriam, tiens. Tu les as lus, toi, les lettres? Je les ai un peu lus, ouais, je les ai lus, oui, bien sûr. Moi, je me souviens surtout du crescendo dans la manière dont elle écrit les lettres, c'est-à-dire qu'au début, elle le vouvoie, elle l'appelle monsieur, et petit à petit, elle commence à l'appeler par son prénom. Toujours vouvoiement, mais prénom, et puis petit à petit, c'est le tu qui l'emporte, et elles sont de plus en plus amoureuses, quoi. Pour moi, ça a été chouette de découvrir l'amour fondateur, en fait, qui est fondateur de ma naissance. Et ça, je trouve ça super beau, quoi. Imagine si on se reconstitue la scène. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont ensemble, elle découvre ses lettres. Les lettres qu'elle lui a adressées. Qu'il n'a pas détruites. Ouais. Donc il n'a pas détruites par amour, par souvenir. Ouais, bien sûr. Et finalement, elle les garde. Ouais. Et puis finalement, après, elle nous les transmet, quoi. Ouais. C'est quand même assez... comme manière de transmettre une histoire, une rencontre. Ouais, c'est beau. Mais toi qui n'aimes pas te plonger dans les souvenirs... Ça me gêne pas. Ah ouais, pourquoi? Ben, ça me gêne pas parce que parce que c'est une histoire de maman et de papa et malgré tout ce qu'ils ont vécu après, ça permet quand même de construire un peu une histoire un peu plus moins en souffrance que la relation qu'ils ont eue après, qui s'est détériorée et qui est présente dans les souvenirs qui sont là. Quand on songe au rapport à nos morts, de ne plus se souvenir de la voix de quelqu'un, bah, c'est vraiment un effacement. Et les lettres permettent peut-être d'avoir encore quelque chose du phrasé, quelque chose de l'oralité, même si c'est écrit. Voilà. Tu te mets où? Je sais pas. Tu veux pas te mettre là? Au début des années 2000, je commençais le documentaire et comme beaucoup de personnes qui font ce métier, j'ai tendu le micro à ma mère. Je n'avais pas de projet, pas d'histoire, pas d'objectif. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? J'entends un petit bruit. Il y a un petit bruit. Ouais. C'est le tic-tac de ma pendule. Aujourd'hui, quand je réécoute ces enregistrements, ce qui me frappe, c'est que ma mère me raconte le prolongement des lettres, ce qu'elles ne contiennent pas. T'aimes bien ton travail? J'adore. Tant mieux. Au moins t'as trouvé là ta voix, tu vois. En fait, ma mère comble un silence, une histoire oubliée, un non-dit. Bon alors, on commence par le début ou... Oui, on commence par le début. J'ai été complètement bloquée lorsque j'ai rencontré Lucille. Mais au début, on n'avait pas du tout l'idée de faire notre vie ensemble. Comme j'étais mariée, jamais il m'aurait demandé de quitter mon mari. Et moi, à ce moment-là, je l'envisageais pas non plus. Parce que d'abord, moi, j'étais mariée, j'avais des enfants. Et puis lui, il ne se voyait pas faire sa vie avec une Française. Je ne m'autorise pas à dire à mes deux aînés que tu ne feras pas écouter à Christine et Michel, ça. Bah non. À mes deux aînés que, malheureusement, j'ai connu ce qu'était l'amour lorsqu'il m'a regardé, lorsqu'il m'a embrassé la main, lorsqu'il m'a demandé de regarder dans son dossier ce que disait le médecin. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais jamais rien connu d'aussi fort. Et pour moi, ça a été une révélation, donc bon. Je ne pense pas avoir le droit de dire ça à Christine et Michel. Mais pourquoi? Elles doivent s'en douter, de toute façon. Peut-être, mais un doute et puis une révélation, c'est différent. Je ne vais pas tenir ma promesse. Et je vais même aller plus loin. Je vais demander à Christine comment elle a vécu le départ de ma mère en 1961, quand elle avait 7 ans. Mais toi, tu te souviens, alors, cette période où notre mère, elle a rencontré donc mon père? Est-ce que... Alors là, c'est loin. Hein. Là, ouais. Alors moi, j'avais 7 ans quand ils ont divorcé, mais après, quand elle est partie, en fait, je me suis toujours dit que
J'avais bien supporté parce qu'en fait, nous, on n'avait pas changé de maison, si tu veux. Il n'y a que maman qui n'était plus là, mais... Non, mais parce qu'elle est partie brutalement, quand même. Ah oui. Pour un enfant qui a 6 ans, toi t'avais 6 ans et Michel 4, c'est ça hein? Bah, quand même, ça peut être vécu comme un abandon, quoi, la mère qui part. Mais moi, je l'ai jamais pensé, enfin, je l'ai jamais cru, ça, tu vois. J'en ai jamais voulu à un moment d'être partie, par exemple. Et même en grandissant, encore plus, parce que je me disais qu'elle avait sûrement eu raison de partir. Finalement, toutes ces années où on s'est fréquenté et tout ça, j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé de votre père. Ben non, mais c'est sûr. Mais tout à coup, je me suis dit, mais qui est Jean Mortreux, quoi? Je pense que c'était un homme faible, je pense. Oui, mais qui était surtout dominé par son propre père. Jean, le père de Christine et Michel, mes demi-sœurs, ma mère m'en a parlé au début des années 2000. Et en l'écoutant, j'ai mesuré ce qui bouillait derrière cette femme réservée, souriante et qui paraissait docile. Lorsque je me suis mariée avec mon premier mari, Jean Mortreux, il a été découvert avec des taches au poumon. Il était tuberculeux, il avait des taches tuberculeuses. Donc il est parti 2 ans en sanatorium au Mont-Blanc. Et là, à ce moment-là, quand il est parti au Mont-Blanc, je suis restée seule avec ma mère, avec les 2 enfants. Mais donc, je comprends pas, tu rencontres Jean et en fait, vous décidez d'aller vous installer chez ta mère. Parce qu'il n'y avait aucun logement. À ce moment-là, après la guerre, on construisait beaucoup dans les communes. Il y avait plein de HLM qui se montaient et moi, j'avais envie d'aller habiter seule avec Jean pour essayer de faire un ménage. Je voulais avoir un endroit à moi. Je voulais pas rester chez ma mère. En plus, maman, elle me dominait complètement. J'étais complètement sous sa tutelle. Et Jean me disait toujours d'un air attristé, « Mais pourquoi on est bien chez ta mère ?» Qui me disait, « Mais on est bien. » Voilà, Jean, c'était un brave garçon. Il n'avait pas de rond de méchanceté, mais il voulait plus rien de la vie. Il avait fait l'Allemagne, il avait été emmené travailleur obligatoire là-bas. Il a travaillé dans des conditions terribles, sous les bombardements. Alors, disons que, bon, notre mariage n'a pas été tellement joyeux. Moi, comme j'avais eu toujours l'idée d'être infirmière et que ma mère m'a dit non, moi je t'ai élevée en faisant de la couture, tu feras pareil. Mais quand je me suis retrouvée à la maison, sans rien, mon mari en sanatorium, j'ai décidé de faire une demande à l'assistance publique sans le dire. Donc j'ai été me présenter, j'ai passé les examens, médicaux, tout. J'ai été prise. Un jour, Jean, il a signé son bon de sortie au Mont-Blanc et il est réarrivé à l'improviste à la maison. J'ai rien dit, mais j'ai jamais pu retrouver ma place. C'est un peu dur à expliquer. Et ça, je pouvais plus, j'ai tout fait. J'avais plus d'air. Il fallait que j'aie de l'air, d'une manière ou d'une autre. Lui voulait que je démissionne, moi j'ai refusé. Bon, je voulais pas être sous la coupe d'un homme. Je voulais être libre. On n'a jamais pu reprendre la vie commune comme avant. Il n'y avait plus d'attirance physique, il n'y avait plus rien entre nous. Bon. Non, mais je pouvais plus, j'avais plus d'oxygène, j'avais plus rien. J'ai beaucoup pensé au métro, j'ai jamais eu le courage. Et puis je pensais à mes enfants. Et puis je pensais aussi que la vie peut-être s'arrêtait pas là. La Pitié, 19h45, le 1er janvier 1960. Mon cher Laoussine, je suis bien rentrée hier soir. J'espère que toi aussi, tu es bien rentrée et que tu n'étais pas trop fatiguée ce matin. Personne ne t'a rien dit ? Vois-tu, c'est contrariant de rencontrer tant de monde chez toi. Cela m'a rendue anxieuse. Et l'idée que ton camarade pouvait rentrer... En se quittant, je n'ai pas pensé à te dire que si tu veux lundi, je peux disposer de mes heures de cours. Peut-être irons-nous voir Notre-Dame ? Il y a peut-être encore la crèche. Mon petit Laoussine, je n'ai plus guère de lundi à te voir. J'espère ne pas encore être de jour lundi. J'essaie d'être calme et bonne chez nous. Je veux pas faire de mal. Déjà avant, je ne voulais pas blesser, mais depuis que je te connais, ce sentiment de faire du mal à quelqu'un m'est insupportable. Tu me donnes de la sagesse.
de la bonté et confiance en moi, en nous. Je t'embrasse très très fort de tout mon cœur. Françoise. Brûle mes lettres après les avoir lues, c'est mieux. Ne perds pas mon trèfle, il est dans la lettre, regarde. 4 feuilles portent bonheur, pour toi. Avec Christine, on a passé du temps à regarder beaucoup de photos. Et puis, on a appelé Michel, ma deuxième demi-sœur, la petite sœur de Christine. Eh ben, appelle Michel si tu veux. Je vais mettre le haut-parleur. Non, on va attendre notre coup de fil, elle va répondre tout de suite, je pense. Salut Michel, ça va? Bah oui, et toi? Bah pas mal, ouais, ça va. On est plongé dans les photos là. Bah dis donc, oui. Ouais, c'est pas rien. Bah écoute, je sais pas par quoi on peut commencer. Hein. En fait, j'ai une série de lettres que j'ai données à Christine, qui sont des lettres qui ont été adressées de notre mère à mon père, où ils se rencontrent. Ah, d'accord. Ouais. Elle vous évoque, évidemment, mais pas beaucoup. C'est surtout sa relation avec mon père. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Mais toi, t'avais connaissance de ces lettres? Non, bah non. Non, pas du tout. Donc toi, t'as des souvenirs de cette période, quand vous étiez avec maman à Avenue Aristide Briand et tout ça, ou pas? Non, Ouais. T'as pas de souvenirs de son départ et tout ça? non, on était mis devant le fait accompli, hein, tout simplement. Je me souviens de scène, elle était enceinte de toi, midi. Ah, ok. Et on jouait aux cartes, et à chaque fois, elle trichait ou me laissait à tête de rire. Et à chaque fois, elle disait je vais accoucher si ça continue. Oui, ça, je me rappelle aussi. Elle avait des fous rires des fois. Et... Oui, alors c'est marrant parce que vous vous souvenez de visites à nous et à votre mère. On vous voyait toutes les semaines. Ouais, c'est ça, ouais. Tous nos jeudis, ils étaient avec vous. Mais ça avait l'air assez joyeux. Oui. Oui, c'était sympa, oui. Mais du coup, ça se passait comment à Montrouge, vous, quand vous étiez en famille, vous vous souvenez ou pas? Oh, c'était une ambiance pas très gaie. Hein. Ah ouais, une fois que maman est partie? Oui. Même avant? Et puis même longtemps après, je te dis, des fois, mon père, il se mettait devant la fenêtre, là, comme la photo où il est devant le grillage, et il pleurait. Il pleurait, et moi, je voyais bien qu'il pleurait, mais je savais pas... Il y avait le cafard, quoi, enfin... Ouais, il était malheureux, quoi. Oui, oui. Donc c'était pas joyeux. Enfin, c'était pas joyeux. Et puis on recevait jamais personne. On n'avait pas d'amis. Le truc dont j'avais souffert, c'était de ne pas être comme les autres. Ah bah oui, une mère qui t'en allait comme ça et qui laissait ses 2 filles avec le papa, c'était assez exceptionnel. Hein. Avec le papa et la grand-mère. Là, c'est exceptionnel. Oui. Ouais, avec le papa et la grand-mère maternelle, oui, t'as raison. Ouais, et donc quand vous veniez chez nous, il y avait une énergie différente, quoi. Complètement, oui. Et puis déjà, vous étiez là, nous, on était contents d'avoir des petits frères et sœurs. Hein. Ah ouais. Ah oui. Oui. Ça, c'est sûr. Tu fais cette démarche-là et c'est vachement bien. Enfin, en même temps, nous, ça nous y fait réfléchir et puis ça fait remonter un peu les choses, quoi. Enfin, il faut une occasion, entre guillemets, comme ça, une raison comme ça pour vraiment évoquer tout ça, parce que même si on se réunit en famille, on va pas aborder ces sujets-là, parce que... En fait, il faut qu'il y ait un micro, quoi. Montrouge, le 20 février 1960. Mon cher Laoussine, il est 4h45. Je suis dans ma cuisine. Je viens d'allumer mon feu. Quelquefois, je me dis que je n'ai pas le droit de t'exposer ainsi à des ennuis en sortant avec toi. Mais lorsque je suis longtemps sans te voir, il me semble que je vis dans l'attente que quelque chose me manque. Mon petit Laoussine, ici tout est calme, tout le monde dort. Et celui pour qui tu te tortures tant, dort, tranquille, sans chercher à comprendre pourquoi sa femme a tant changé. Il préfère ne rien savoir. Du moment qu'il a son bien-être et que sa petite vie n'est pas troublée, le reste, il passe, il ne cherche à rien approfondir. C'est cela, c'est bien cela, soi-disant haine. Pardon, Laoussine.
Laoucine, je n'aurais pas dû. Je me demande quelle sera la porte de sortie. Je voudrais partir loin, n'importe où. Mon Dieu, lui qui voit tout, j'étouffe. Je voudrais être seule. Seule, peut-être, je récupérerai mon calme. Je veux croire que la vie sur Terre ne sera pas toujours ainsi. Mon Dieu, quelle faute j'ai pu commettre, puisque c'est un purgatoire. Mon cher Laoucine, je te quitte maintenant. De toute mon âme, je suis avec toi. Je te souhaite du courage pour ton travail et surtout une bonne santé. Je t'embrasse bien tendrement. Françoise. Détruis mes lettres, c'est mieux. Et ne laisse rien dans ta chambre. C'est aussi ça dont j'aimerais bien parler, c'est le fait qu'on conserve. Que ce soit conservé, comme un trésor. Ce qu'elle dit aussi dans les lettres très souvent, c'est détruire les lettres, faut pas qu'il reste de traces. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas les lettres de mon père, c'est parce qu'elle les lit et elle les détruit. Par contre, lui, il garde les lettres. Ta mère, donc, détruisait les lettres qu'elle recevait. Ensuite, ce que je trouve assez beau, c'est que il les a gardées. Est-ce qu'il les relisait? On relit les lettres pour faire présence, pour ne pas être seul. Mais après, quand ils se retrouvent, quand ils s'installent ensemble dans cette chambre de bonne, ça prend de la place, les archives. C'est vrai, j'avais pas pensé Regarde. à ça. Ça prend de la place, mais en plus, ça peut prendre de la place quand les choses ne vont pas aussi bien que ça. Moi, je considère que la conservation, l'archivage fait partie de l'écriture. C'est un acte d'écriture. Quand on jette, c'est un acte très fort de jeter. Montrouge, le 25 juin 1960. La nuit, Françoise prépare son concours d'infirmière. Un diplôme qui va l'émanciper de Jean, son mari, et Valentine, sa mère. Ce nouveau métier, c'est ce qui la propulsera vers une nouvelle vie. Une vie indépendante et amoureuse. Mon cher petit Laoucine. Reçu. Et Anna aussi. J'ai été voir hier soir, comme je te l'avais dit. Nous sommes toutes deux reçues. Nous arroserons cela. Hier soir, j'ai été chez Anna en mobilette sous l'orage. Rien ne m'aurait arrêté. À un moment, j'ai cru que j'étais en bateau et nous en mobilette. Tu nous aurais vus hier soir? Tu sais, j'ai fait le dos de ton pullover et je commence le devant. J'espère qu'il te plaira. Lorsqu'il sera fini, je te l'enverrai de suite. Je te joins quelques petites cartes. Derrière, tu trouveras « Je vous salue Marie » et « Notre Père ». Ce sont les 2 prières que je dis matin et soir. Lis-les en approfondissant chaque mot. Tu verras comme elles sont belles. Et toi? J'espère que tu n'es pas ennuyé avec les agents. Avec les attentats, cela n'arrange rien. N'as-tu aucun ennui avec les événements d'Alger? Je vais arrêter mon bavardage. Je t'embrasse très 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 fort, Laoucine. Je te dis courage et confiance. Françoise. Dans les archives, on ne fouille jamais assez. Il y a toujours un moment donné où on va passer devant un papier 1 fois, 10 fois, 100 fois, sans y faire attention. Et puis un jour, on va le lire. C'est le cas de la seule lettre écrite par Laoucine à Françoise. À cette époque-là, Laoucine ne maîtrise pas encore le français, ce qui est une découverte pour moi. Paris, le 24 septembre 60. Ma Française. Il n'écrit pas « ma Françoise », il écrit « ma Française ». Je bien reçu ta lettre et tes jolies cartes qui m'a fait beaucoup plaisir. Je suis très content que tu as compris ma lettre, car je écris mal. Hier matin, j'ai descendu au café à 10h et j'ai trouvé Fatima contente pour la carte.
J'avais dit, je comprends pas ce qui est écrit. Et puis, en retournant la lettre, au milieu de la page, on trouve une phrase écrite, un peu comme un post-scriptum. Tout ce qui te fait plaisir, je le fais, ma chérie française. Il y a déjà le fait qu'elle est mariée, qu'elle a 2 enfants et que c'est quand même compliqué d'engager une relation adultère, mais en plus avec un Maghrébin en pleine guerre d'Algérie, quoi. Elle prenait quand même un risque qui était quand même énorme. Mais toi, t'as jamais eu ce regard comme ça sur... Sur le fait qu'il soit marocain, non, ça me... Oui, c'était pas quelque chose... Par contre, je pense que mon père, lui, c'était encore pire. Et je pense qu'elle a eu peur. C'est possible. Et puis elle était dans une situation quand même très compliquée, quoi. Enfin, c'était mieux qu'il soit marocain que algérien, tu vois, quand même. Mais votre père, par exemple, il y faisait pas forcément allusion. On aurait pu imaginer que dans ce contexte-là, il aurait pu dire, en plus, elle est partie avec un Maghrébin, quoi. Je suis pas sûr qu'il l'ait jamais dit. Hein. Oui. Et puis, il faut quand même dire aussi ce qui est, c'est que les gens, tous les Maghrébins n'avaient pas forcément bonne réputation. Bon, il y avait la guerre d'Algérie qui était encore... je pense que tout ça faisait pencher du mauvais côté, quoi. Ma mère, au début qu'ils se fréquentaient avec mon père, alors je sais pas à quelle occasion il passait par là, j'en sais rien, peut-être pour aller chez les parents de mon père, j'en sais rien. Enfin, il y avait une rue dans Montrouge, la rue Victor Hugo, et il y avait un café, un bistrot, où il y avait beaucoup d'Algériens, ces gens-là se réunissaient dans cet endroit-là. Et maman, elle n'aimait pas passer par là. Avec mon père, elle changeait de trottoir, elle allait en face pour pas passer devant, tu vois. Ouais. Et pourtant, voilà, comme quoi, l'amour, c'est... Parce qu'elle a été très amoureuse de votre père, hein. Je pense qu'elle l'a aimé plus que notre père. C'est flagrant, elle était folle, elle aurait tout fait pour l'aider, Avec notre père, c'était pas comme ça. Hein. La Pitié, le 15 octobre 1960. Je trouve les gens racistes au possible. Mais pourquoi ? Mon Dieu, pourquoi ne pas juger chaque individu en particulier, au lieu de mettre tout le monde dans le même sac ? Mais la plupart des gens n'approfondissent pas, ne veulent rien savoir. Pourquoi ? N'en parlons plus. De toute façon, il n'y a aucun mal à se canner et serrer la main. Il faut oublier cela et laisser les gens pour ce qu'ils sont, butés et bêtes. Cela ne peut s'appeler qu'ainsi. Et puis tu vois, cette mentalité m'écœure. Pour Anna, cela m'a beaucoup contrariée. Mais quoi faire ? J'ai eu peur de te peiner, de t'avoir parlé de cela, mais je sais que pour toi, ce n'est pas une nouvelle. Malheureusement. Vois-tu, ici à Paris, le doute, la suspicion sont autour de toi. Il y a des surprises désagréables. Le tout crée un climat irrespirable où l'on étouffe. Dieu doit être écœuré. Que d'injustice sur cette terre. Que cela ne te peine pas, mon petit Laoussine. Nous ne pouvons pas changer le monde. Alors, tu sais, tu comptes beaucoup dans ma vie. C'est ainsi. Personne n'y peut rien. C'est le destin. La chose qui nous sépare, c'est Jean. Autrement, si nous nous aimons, rien ne pourrait me faire changer d'avis. Je pense que tous ces préjugés sont affreux. On aime quelqu'un pour lui-même et cela suffit pour effacer tous les à côté. Mon cher Laoussine, je t'embrasse de tout mon cœur très très fort. Brûle mes lettres après les avoir lues, c'est mieux. Françoise. Les opérations menées actuellement en Wilaya 2 par les troupes de réserve générale intimement liées aux troupes de secteur s'inscrivent dans un contexte politique et dans une ambiance psychologique qui, dans un premier temps, ne sont certes pas spectaculaires. Les faibles bilans en armes ont pu surprendre ceux qui ne sont pas initiés à la guerre subversive et à son évolution. J'allais le chercher à la sortie à Citroën quand il quittait, mais comme il quittait à des heures décalées, il faisait les 3-8. Ça devait être tard dans la soirée sans doute. Mais c'était l'été parce qu'il faisait encore clair.
Un gendarme m'a arrêté et m'a demandé ce que je faisais là. Et j'ai dit que j'attendais quelqu'un que je connaissais. Lahoussine arrivait par la voie ferrée, parce que ça raccourcissait. Et moi, j'avais pris le passage à niveau pour le rejoindre. Et un gendarme m'a arrêté en me disant « Vous voyez ce que vous faites ?» Alors j'ai dit « Oui, je passe le passage à niveau. » Alors quand il a vu que je rejoignais Lahoussine, qui était quand même typé, on voyait bien que c'était un Algérien ou un Marocain. Et il m'a demandé ma pièce d'identité et moi j'ai donné ma carte de famille nombreuse. C'est une chose que, bon, j'avais toujours sur moi. En donnant cette carte de famille nombreuse, moi j'ai révélé que j'avais des enfants. Et il a regardé la carte et il m'a regardé et il m'a dit « Oui, effectivement, vous ne devez pas réfléchir souvent à ce que vous faites. » Non, mais ça m'est resté dans l'esprit parce que, bon, c'était vrai que, bon, j'aurais pas dû être là, ni donner rendez-vous à quelqu'un d'autre que mon mari, puisque j'avais des enfants. Bon. Le 28 décembre 60, mon cher Lahoussine, tu sais, hier soir c'était visible, Jean me cherchait des ennuis. Je n'ai rien dit un moment, et puis d'un seul coup, tout a craqué. Et voilà, lui ne voulait même plus que je rentre chez nous. Je trouve Jean malhonnête, car il est chez moi après tout. Lahoussine, quels que soient les torts actuels que j'ai, je ne mérite pas d'être traînée dans la boue. Tu sais, je pense qu'il faut être prudent lorsque nous rentrons ensemble. Si Jean nous trouvait, mon Dieu, j'aime mieux ne pas y penser. Je me demande si je serais heureuse un jour. Tu sais, cela me fait mal pour Christine et Michel, mais je peux vraiment plus résister. Et puis il ne veut pas chercher à comprendre, il veut tuer. Il parle toujours de faire du mal. Voilà, cela devait arriver. Tu sais, ma tête éclate. Je donnerais 5 ans de ma vie pour que tout soit fini tout de suite. Comme je suis lasse, ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que pour Jean, tu sois au Maroc. C'est une sécurité immense. Je te quitte et t'embrasse de toute mon âme. Prie pour nous. Françoise. Nous nous donnions rendez-vous à Denfert-Rochereau. Porte d'Orléans était 3 stations après. Et moi, je descendais à Denfert et on remontait toute l'avenue d'Orléans et arrivé à Porte d'Orléans, on se séparait. Mais ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à ce garçon-là à Denfert. Donc, on a remonté jusqu'à Porte d'Orléans et moi, je suis remontée à pied jusqu'à Montrouge. Et quand je suis arrivée chez moi, maman, elle m'a dit « D'où tu viens ?» Alors j'ai dit de mon travail. Alors elle m'a regardée, elle m'a dit c'est pas vrai. Elle m'a dit Jean était à tante à Porte d'Orléans. Alors là j'ai vu que bon, Jean est revenu et tout de suite il m'a questionné, il m'a dit où t'étais. Alors j'ai dit écoute, j'avais rendez-vous avec quelqu'un à Denfert. Je suis remontée à pied jusqu'à Porte d'Orléans. J'ai dit et puis c'est tout. Je dis il n'y a pas autre chose. Alors il m'a regardé puis il m'a donné une paire de gifles. Alors maman a été chercher, je la verrai toujours, une chaise longue en bois. Elle l'a amenée dans la salle à manger, elle a dit « Bon, cette nuit tu vas dormir là. Et demain matin tu pars, je te donne une chemise de nuit et tes 2 blouses d'infirmière et tu t'en vas de la maison, tu ne reviens plus. Tu ne reviendras pas sous mon toit. » Et moi j'ai dit « Mais non. » J'ai dit « Ce que tu me demandes là c'est anormal. » Je dis « Moi je suis née dans cette maison, c'était à mon grand-père. » Alors Jean m'a regardé, il m'a dit, alors tu me rends mon alliance. Alors j'ai enlevé l'alliance, je lui ai rendu. Et puis il dit, ainsi que la bague bleue. Alors ça, je n'ai jamais digéré seule. Et j'ai rendu ma bague bleue, une aigle marine qui m'avait montée, qui était très belle et que j'aimais beaucoup. J'ai dormi dans la chaise longue, j'ai pas dû beaucoup dormir cette nuit-là. Et puis au matin, j'ai pris mes 2 blouses, mes 2 chemises de nuit et je lui ai rendu les clés. Elle me les a demandées. Sans un état d'âne, maman a fermé la porte derrière moi. Et je suis partie. Et ce matin-là, quand je suis partie, je me suis dit, mais et ce soir, qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais aller?
Je me souviens qu'elle en avait parlé à une institutrice. Elle disait que notre mère nous avait abandonnés. Mais... Oui, elle disait ça. Et nous, on entendait ça. D'être dans l'appartement de sa belle-mère et d'y rester. Il n'avait pas trop de compte à rendre à ses parents, du coup, puisqu'il restait... mais enfin, c'était bizarre comme situation. Puis sûrement que Mémé l'a pas foutu dehors. Hein. Ah non, ça, apparemment. Elle, ça lui a permis de nous garder. Oui, non, mais ça pouvait pas marcher non plus. Après, j'ai loué une chambre d'hôtel dans un hôtel, mon Dieu. Ça devait être un hôtel de passe, je sais pas ce que c'était. Le bonhomme, il m'a regardé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je remontais le boulevard des Gobelins, puis j'allais dormir dans cette chambre. Mais j'entendais bien qu'il y avait des va-et-vient. Bon. Heureusement que j'avais des pigeons sur le toit. Et ces pigeons venaient tout le temps à la fenêtre et roucoulaient. Alors je m'étais mis sur une commode, il y avait une commode dans la chambre, les 2 photos de Christine et Michel, et puis j'ai vécu là pendant un certain temps. Lui, il habitait chez lui, dans un hôtel où il n'y avait que des Marocains, c'est vrai, rue Nationale. Il était hors de question que j'aille habiter avec lui, parce que c'était une preuve irréfutable de mon incartade, quoi, de mon infidélité, donc je refusais. Moi, j'aurais jamais été. Et puis après, j'ai compris que ça s'arrangerait jamais, donc avec Lucine, on a essayé de vivre ensemble, et on a cherché un logement, et c'est comme ça qu'on est arrivé rue Bergère. Voilà, nous sommes en 1962, le référendum d'autodétermination de l'Algérie a eu lieu, ils ont voté pour l'indépendance, et Françoise et Laoucine sont maintenant ensemble. Ma sœur, née en 1962, mon frère Karim, né en 1965, et moi, qui arrive en 1967. Tout ce beau monde dans un petit appartement rue Bergère dans le 9e à Paris. Ah là là. C'est avec Patricia Perra. Ah, c'est dingue. Là, c'est Karim. T'as 1963. Ah ben oui, il y a des... Ouais, ça, c'est Myriam. Ah ouais. Ça, c'était dans la chambre de bonne, ça. Cette photo-là. Tu vois, il y avait son petit lit qui était coincé là. Et la petite table que je te disais en formica avec le transistor. Puis la glace qui était au-dessus. Et là, elle est sur la table qui est contre le mur. Hein. Ben ouais. Alors, elle avait mis dans l'autre sens. Pour avoir sûrement un peu plus d'espace. Mais comment ils vivaient là-dedans, à 4 Ben sans salle de bain, sans rien. Hein. Pas d'eau courante. Elle allait chercher l'eau sur le palier. Hein. Et les toilettes étaient sur le palier. Avec 2 enfants en bas âge. Oui. Mais Karim, il n'y a pas été longtemps. Hein. Mais Myriam, jusqu'à ses 2 ans, elle a vécu dans cette chambre. Hein. C'est l'époque de la sortie de terre des grands ensembles en banlieue. Mes demi-sœurs restent avec leur père et notre grand-mère, alors que la nouvelle famille, Françoise, Laoucine, Myriam, Karim et moi-même, s'installe à Garges-les-Gonesse, en banlieue nord de Paris. 5 pièces, 110 mètres carrés, 2 salles de bain, 2 balcons et 3 chambres. Une nouvelle période commence, celle de mon enfance, que je n'avais pas prévu d'explorer. C'est ça qui est aussi très intéressant dans les archives familiales, c'est que tu t'appropries d'une certaine manière quelque chose, et immédiatement, quelqu'un dit « Ah, mais moi j'ai ça ». Et je pense que c'est très bien pour faire remonter des archives. Tu peux pas présager du fait que d'autres lettres remontent à un moment donné. Y compris des témoignages. Il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, cette archive qu'évoque Philippe Artière, c'est Christine, ma demi-sœur, qui va la faire revivre. Michel, elle a une espèce de journal de maman. C'était pas au jour le jour, mais de temps en temps, elle écrivait dedans. Et je vais te dire quelque chose de terrible, hein, elle était sûrement pas au courant, mais elle avait 5 ans. Maman, elle était au bord du suicide. Hein. Ah bon ? Ah oui. Oui, je t'assure. Et je crois que c'est Michel qui l'a, ce carnet-là. Mais je l'ai lu et ça m'a quand même bouleversée, tu vois, parce que je pensais pas qu'elle en était là. Moi, j'en avais pas conscience. Moi, j'étais jeune mariée, j'étais loin, j'avais mon bébé, j'avais pas du tout conscience de tout ça.
Par contre, je savais qu'il y avait des problèmes, parce que, une fois, entre autres, j'étais arrivée à Garges et maman m'avait ouvert avec des lunettes de soleil. Et en fait, c'est parce qu'elle avait un coca. Ah ouais. Tu vois? Et bon. Garges-les-Gonesse, le 22 mars 78. La Houssine. Un jour, tu m'as dit quoi que je puisse faire, sois sûr que, etc. Pour une fois réfléchi, reste calme. Quelle est notre vie? Aussitôt ton retour à la maison, tu me dis des injures. Pourquoi? Tu peux autour de toi avoir des dizaines de personnes qui ne boivent absolument pas d'alcool. Il suffit de porter ton regard au-delà de ton cadre courant. Tu pourrais refuser d'en boire toi aussi. Et ce comportement est une fois pour toutes accepté, respecté. Il suffit d'être formel et irrémédiable. Cette drogue empoisonne le genre humain et cause tant de souffrance. À toi de réfléchir. Lorsque l'on vit ainsi, il faut avoir la sagesse de se séparer. Cette vie n'est pas une vie. Quand même, je veux te dire que si je veux une séparation, c'est uniquement pour préserver ma vie. La tienne et surtout l'équilibre bien faible des enfants. Comment veux-tu envisager de continuer à vivre ainsi? La lâcheté, c'est de vivre comme nous vivons actuellement. Je te rappelle que Karim et Mehdi rentrent le 28 à 6h30 à la gare d'Austerlitz, point 6. Je quitterai mon travail à 6h. Et Myriam le 29 à 9h à la porte d'Ivry. Je te ferai parvenir le mandat de la sécurité sociale que tu as oublié sur la table. Je pars mardi matin chez Christine et rentre jeudi soir pour travailler. Françoise. Maintenant, je me demande si nous ne commettons pas une énorme erreur. Notre amour ne peut se gommer ainsi, même malgré l'enfer que nous vivons. Tant de peine pour se trouver et tant pour s'oublier. Un jour, le tabac de Garges-les-Gonesse m'a appelé pour aller le chercher, parce qu'il ne pouvait même plus marcher. Et bon, c'est une chose invivable, alors que moi, je partais travailler la nuit dans les hôpitaux et que j'ai laissé mes 3 enfants à la merci d'un homme qui n'avait plus sa raison à ce moment-là. C'est comme la drogue, c'est exactement pareil. C'est une drogue licite. Viens te battre avec moi sur la pelouse, c'était un homme qui disait à ses filles. Un jour, il a dit... Oh, tu peux partir travailler, de toute façon, s'ils viennent pour me tordre le cou dans ma chambre, j'ai de quoi me défendre, qu'il m'a dit. Alors il me dit, regarde ce que j'ai ramené de mon boulot. Et il a ramené des câbles de cuivre d'entrée lourds, et il m'a dit, j'ai de quoi me défendre. Et il dit, je les assommerai. C'était vraiment une situation nulle, insupportable, et invivable. Invivable, je répète, invivable. Mais moi, je voudrais savoir, en fait, à partir de quel moment tu t'es rendu compte qu'il buvait? Je pense que je m'en suis rendu compte petit à petit, au moment où les relations entre nous ont commencé à se dégrader, et où j'ai vu chez lui de la violence. C'est-à-dire, c'était quand? T'es très précis. Il a fait un délirium très mince lorsque je suis rentrée de la maternité, avec mon fils, Mehdi, le dernier, qui était né en 67. Alors, le délirium très mince, voilà, il se déclenche lorsqu'on arrête la drogue. C'était un homme qui me reconnaissait absolument pas. Bon, donc il était en plein délirium. J'étais le petit dernier et le petit dernier, on le sort. Il me disait, là, viens, on sort. Je savais où on allait. On allait dans un café à Garges-les-Gonesse qui s'appelait le Paris, dans lequel les petites cuillères étaient trouées pour éviter que les toxicos se fassent leur mélange. Et moi, j'avais ces petites cuillères trouées et je jouais avec parce que j'avais souvent un chocolat chaud pendant que mon père buvait des bières. Et il y avait mon père et je regardais mon père boire et je voyais sa mâchoire se tendre. Je voyais son visage se transformer. Puis, il commençait à tituber debout.
Puis, il se raclait la gorge. Puis, au bout d'un moment, il me disait « Allez, on rentre ». Alors moi, je sais, par exemple, quand elle a déménagé de Garges, elle a acheté tous ses journaux. Ah merde. Ah non. Aujourd'hui, c'est avec Myriam, ma sœur aînée, que je peux évoquer cette enfance. Elle a le même père que moi, la même mère, on a vécu les mêmes moments, et pourtant, on a chacun des souvenirs différents. C'est sûrement ça, d'être frères et sœurs. Ah non, mais moi, non, mais ces journaux, c'était l'enfer. C'était toute la situation qui se dégradait. C'était toute sa souffrance. Elle a tout jeté, personne n'en voulait. Elle l'a proposé à tout le monde. Pas moi. Mais si, elle te l'a proposé, mais dis, t'as oublié ou... Innocent. Oui, bien sûr, elle l'a proposé à tout le monde. Moi, je me souviens très bien. Comment on a pu refuser un truc pareil? Bah, on a refusé parce que c'était tellement chargé. Mais toi, t'as des souvenirs? De quoi? De ce qui se passait à la maison. Ah, ça, oui, j'en ai des souvenirs, ouais. Tu te souviens de... Oui, de beaucoup de choses. Oui, bon, t'as pas envie de l'évoquer, quoi. Bah... Ouais. Pas vraiment, non. On montait à la maison, il mettait la clé dans la porte, il se raclait la gorge. Il rentrait, ma mère le regardait avec des yeux inquiets. Moi, je la regardais avec des yeux coupables. J'allais dans ma chambre et j'entendais que ça commençait. La violence, elle était vachement présente, quoi. La violence physique. Donc, au bout d'un moment, ça partait complètement en vrille, quoi. Tu sais, le nombre de fois que les flics ils sont venus à la maison, tu te souviens pas? Je me souviens de ça. On était au milieu d'un couple qui se déchirait, quoi. D'un couple qui partait complètement à la dérive, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça. Tu vois, il y avait un espèce de système où moi, j'étais l'aînée, j'étais la fille, je protégeais maman, qui se prenait des baffes dans la gueule, qui se faisait insulter, et papa qui rentrait... Il mettait des claques dans la figure de maman Il la tapait, ouais, bien sûr, il la tapait. Il se battait. Maman, elle essayait de pousser. Elle avait des marques, maman. Elle a fait des constats à la gendarmerie plusieurs fois. Bon, c'était hyper violent. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as 10 ans ou 8 ans t'as tes parents qui se battent, tu les sépares, quoi. Du haut de mes 60 ans aujourd'hui, oui, j'ai encore de la peine. J'aurais voulu vraiment vivre une autre enfance et ne pas être obligée de faire tout ce que j'ai fait. C'est comme s'il m'avait volé mon enfance, quoi. Ma naïveté. Non, mais faut pas qu'on parle trop de ça. Non, faut pas. C'est ça, les souvenirs. Je pense que toi, tu te rappelles pas d'abord parce que moi, j'avais 10 ans, donc t'en avais 5. T'étais petit, Mehdi. Et petit, oui, on te mettait dans ta chambre parce que tu pouvais pas voir ça. T'étais pas dans les scènes, toi. Quand t'essayais d'y rentrer, peut-être parfois t'as essayé, c'était trop violent, quoi. Tu te souviens comment ça a commencé ou pas? Non. Pas du tout. Puis la tension qui redescend. Puis les pleurs. Puis mon père
qui va dans sa chambre. Ma mère, ma sœur et puis parfois mon frère se retrouvaient ensemble pour se consoler. Puis moi dans un coin du salon qui se lève. Je retrouvais mon père allongé sur le lit, parfois pleurant, parfois les yeux dans le vague. J'allais m'asseoir à côté de lui et je le consolais. Je le consolais parce qu'il était seul. Il faut faire un choix quand on arrive là, il faut faire un choix. Il faut choisir ou les enfants ou le mari alcoolique que l'on garde. Et voilà, c'est tout. J'avais pas le droit de choisir mon mari, malgré tout l'amour que j'ai pu lui porter. Avant la déchéance, j'avais pas le droit de le choisir contre mes enfants. Et si quelqu'un devait partir, c'était lui. Moi, je me demande ce qu'il a vécu au Maroc. Pour moi, il y a eu quelque chose de très grave. Bon, il y a le fait qu'il était orphelin à 2 ans, ça c'est sûr, la perte des parents très tôt. Voilà, il y a quand même déjà ce choc à 2 ans. Et après, il y a, d'après ses frères, c'était un peu le canard boiteux de la famille. Il voulait rien faire, il donnait tout, il se foutait du business. Avec ma sœur Myriam, on s'est toujours demandé qui était la Houssine avant d'être un immigré en France. C'est pour répondre à cette question que je retourne à Mohamedia, au Maroc. Mais le déplacement sur les lieux fera-t-il parler les absents ? Je vais à la préfecture de Casablanca chercher des archives sur les hommes qui ont migré dans les années 50. Les archives, des registres. Vous pouvez demander. Parce qu'il doit bien y avoir des gens qui travaillent sur les archives, non ? Sur l'histoire. Vous demandez à la direction consulaire logistique. Les Marocains partis dans les années 50 vers la France n'ont laissé aucune trace ici. Je préfère qu'on n'enregistre pas, en fait. Je vais voir Ahmed, mon cousin. Dehors comme ça, même discrètement. Non, moi j'adhère pas. J'aurai des problèmes. Je risque même de la prison. Pour lui éviter la prison, je range mon micro après lui avoir posé une dernière question. Tu penses qu'il aurait pu déjà commencer à boire au Maroc ? Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Je sais. Ah oui ? Je sais. Parce que dans notre famille, l'alcool c'est mal vu quoi. Ouais. C'est mal vu. Non. Je n'insiste pas. Il me laisse quelques lettres écrites en arabe, et avec ces lettres, je vais voir Jalal El-Ekmaoui, un traducteur marocain. Ça, c'est l'écriture de votre père. Ça ? Oui. Ça, c'est écrit le Hussein, c'est signé le Hussein. Et qu'est-ce qu'elle dit cette lettre ? ونريد إليك السلام عند الأخ الحسين بن أحمد ومع Monique. C'est-à-dire c'est que ton père était avec une personne qui s'appelait Monique. Ah bon ? Oui. En France ? Oui. C'est sûr que ton père, avant de connaître ta mère, il a connu aussi d'autres femmes. Je ne vais pas creuser cette histoire. La Houssine, à son arrivée en France, c'est un jeune homme de 25 ans, comme un autre, qui profite certainement de sa liberté. Donc je traîne mon micro dans la Casbah de Mohamedia, et de loin, j'aperçois un vieil homme assis sur le perron d'une épicerie que je regarde du coin de l'œil. Alors, je vais le voir et il m'a lâché cette phrase. Ce qu'on a gagné de la France, on a gagné le diabète, insuffisance rénale, le cœur, qu'est-ce qu'on a gagné ? Rien. Le déplacement sur les lieux ne remplit pas les vides. Ce vieux monsieur, assis sur le perron d'une épicerie, ça aurait pu être la Houssine. Il aurait pu être là, à 80 ans, à me voir du coin de l'œil passer avec ma perche et mon micro. Et qu'est-ce qu'il m'aurait dit ? Est-ce qu'il aurait dit « Moi, la France, ce qu'elle m'a donné,
C'est ma française, mon histoire d'amour, la seule. Pour moi, c'est la passion dévastatrice. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il en est mort. Elle est restée... elle n'a pas refait sa vie après lui. Et tu vois bien, la résidence de retraite, elle avait encore son portrait de quand il était jeune. La photo de papa quand elle l'a rencontré, quoi. Donc c'est son histoire avec son homme à elle, tu vois. Pour moi, c'est... Parce que c'est le seul moyen que j'ai d'accepter ce qu'on a vécu pendant notre enfance. Vas-y, essaye de lire, j'arrive pas. Là, t'arrives pas? C'est trop mal écrit. Pour les enfants, ils ne peuvent s'épanouir. Je suis en fin de vie, je remercie Dieu d'avoir des relations affectives avec les 4. Françoise. Ouais, tu vois pourquoi on n'a pas envie de souffrir. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Tiens. Mais non, mais tu vois, c'est... On n'a rien vu, quoi. On va pas y arriver. C'est trop difficile. Brûle mes lettres de Mehdi Aoudig. Production Arte Radio. Lecture des lettres Emmanuel Lafont. Musique originale Samuel Hirsch. Réalisation Mehdi Aoudig et Samuel Hirsch.